Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux en ce moment devant vos postes récepteurs téléviseurs pour suivre ce numéro spécial de fiscalité et développement consacré aux télécoms. Comme vous le savez, jamais le monde n'a été secoué par une crise économique d'ampleur extraordinaire qui met à genoux toutes les économies de la planète. Mais il y a un secteur qui n'est pas confiné, un secteur qui prospère, c'est le secteur des télécommunications. Nous allons examiner, nous allons passer au crible ces secteurs en République démocratique du Congo, comprendre si, en République démocratique du Congo, l'État congolais tire aussi profit de ces confinements provoqués par la Covid-19, comme NTN tire profit du même confinement aux États-Unis et dans tous les autres pays du monde où l'opérateur public ou l'opérateur historique permet à l'État d'engranger des milliards, je dis bien des milliards de dollars pour permettre à l'État d'investir ou de distribuer cette richesse dans d'autres secteurs en paralysie afin de pouvoir renforcer la résilience économique et permettre à ces États-là de rebondir dans la bonne direction une fois la Covid-19 passée. C'est l'essence de cette émission et voilà pourquoi nous avons invité sur notre plateau M. Raphaël Lokongo qui est directeur en charge des régulations au niveau de la SCPT, l'ex-OCPT, donc l'opérateur public de la République démocratique du Congo en matière de postes et télécommunications. À ses côtés, nous avons M. Dieudonné Lusamba, il est ingénieur de son État, il s'occupe effectivement de l'ingénierie des réseaux d'accès. Comme vous le savez dans ces domaines, il y a ce qu'on appelle les réseaux d'accès, mais il y a aussi les réseaux de distribution. Et partout au monde, c'est l'opérateur historique ou l'opérateur public qui gère les réseaux d'accès. Bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur Jérôme. Alors, dites-nous, comment vous vivez la Covid-19 chez vous à la SCPT? On commence avec vous. Est-ce que vous prospérez comme NTN aux États-Unis ou d'autres opérateurs publics et opérateurs historiques? Pas du tout, parce que nous sommes dans l'imbroglio avec tous les autres secteurs. La SCPT, l'opérateur public, en tout cas, il ne sait pas se distinguer pour enrichir son État, l'État congolais. C'est difficile. Alors, monsieur l'ingénieur, avec vos machines, vous n'arrivez pas à capter l'argent qu'il faut donner à l'État pendant ces confinements, alors que partout ailleurs, c'est la manne, c'est l'Eldorado. Oui, effectivement, c'est la manne, même si sur place, les entreprises de télécommunications font beaucoup d'argent, mais malheureusement, la SCPT, l'opérateur historique, est mise dans une situation qui ne permet pas de tirer profit de cette manne. Pourquoi? Parce que des privés, des acteurs s'arrangent pour ne pas permettre à la SCPT de tirer profit de cette situation. Je crois que nous aurons le temps d'en parler tout au long de cette émission ici. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons vous donner quelques chiffres. En République démocratique du Congo, nous comptons au jour d'aujourd'hui 42 millions de SIM activés, que se partagent bien sûr les opérateurs du secteur. Et ces opérateurs, avec tous les services que vous pouvez vous imaginer, mobile banking, vous avez les téléphones qui est devenu un terminal pratiquement pour mouvementer les comptes, vous avez la messagerie financière, vous avez les transferts bancaires, et ainsi de suite, une bagatelle de plus ou moins 15 à 20 milliards de dollars. Et l'État ne se contente que de miettes parce que son entreprise, la SCPT, qui est l'opérateur public, est presque en faillite. Dites-nous, le nœud du problème, c'est quoi? Est-ce que c'est la loi cadre du télécom qui était promulguée en 2002, qui n'est pas respectée, ou il y a un problème de gestion? On peut commencer avec vous. De toute façon, il y a les problèmes de la loi cadre qui est dans l'exécution, dans son exécution, est tripatouillée par l'ancienne législature. Oui, pas l'ancienne, non, c'est-à-dire, il n'y a qu'une seule loi actuellement. Oui. C'est la loi
013. Du 2002. Cette loi est encore en vigueur. Elle est en vigueur à ce jour. Toutefois, il y a eu un projet que le gouvernement avait sorti au niveau en 2016 qui est parti au Parlement. Ce projet-là a été tripatouillé. Vraiment, il est difficile de comprendre que, je me rappelle, un président avait dit, il ne faut jamais trahir les Congos. Mais nous avons vu que, au niveau du Parlement, de l'ancien Parlement, on a tripatouillé jusqu'à vouloir mettre à genoux l'État congolais au profit de privés. Heureusement que cette loi n'était pas promulguée par le chef de l'État qui est sorti. Maintenant, c'était renvoyé pour une seconde lecture. Une seconde lecture. Maintenant, la loi qui est là, la loi qui est restée en vigueur, c'est toujours la loi 013 de 2002 qui est en vigueur, qui, elle, consacre l'opérateur public comme l'opérateur, l'exploitant de référence, par où toutes les communications entrantes et sortantes vont passer. Mais curieusement, cette loi avait tendance, lorsqu'elle était, le projet de loi, lorsqu'elle était sortie du Parlement, de l'Assemblée nationale, et même quand elle est partie, ce projet était parti à la présidence, elle avait donc, l'État était pratiquement dépouillé de toutes ses prérogatives régaliennes, notamment l'opérateur public que vous êtes. Parce que l'État ne gère que par son opérateur public. Oui. Alors l'État était dépouillé. Comme la loi n'était pas promulguée, c'est-à-dire que c'est la loi cadre de 2002 qui reste. Or, maintenant, ça ce sont des individus, donc des chefs des institutions qui ont permis les prérogatives de la SCPT soient cannibalisées à des privés. Non seulement ça, ils ont copié une partie de ces projets de loi qui n'étaient pas promulgués pour autoriser aux opérateurs privés de faire ce que l'opérateur public doit faire de manière exclusive. Oui. Alors, c'est ça, c'est ce que nous vivons actuellement. Alors que doit faire l'opérateur public de manière exclusive? Dans cette loi cadre, il est établi que le backbone de la fibre optique doit être géré par l'opérateur public. Vous avez les points d'atterrage qui mettent en contact le pays avec les câbles wax qui serpentent l'Afrique. Vous avez les gateways nationaux qui n'existent pas, mais dans cette loi on en parle, qui permettent, c'est la porte d'entrée des appels entrants et sortants. Il y a la plateforme d'interconnexion qui permet entre l'aiguillage des appels entre les sociétés des télécommunications et voilà dans ces pays, la téléphonie fixe, la poste et la messagerie, et ainsi de suite. Vous gérez effectivement ces secteurs-là parce que vous êtes directeur de l'ingénierie des réseaux d'accès. Dites-nous, qu'est-ce qui a été fait et qui vous met aujourd'hui à genoux? Merci, M. Jérôme. Je vais y répondre, mais je voudrais d'abord, si vous le permettez, que je revienne sur la réforme initiée en 2016. En fait, tout part en 2014. La Banque mondiale initie les projets qu'ils ont appelés des sociétés départements nationaux. Ils prévoient pour cela un budget ou un investissement de 92 millions. Dans cet investissement, il était prévu 60 millions pour la création d'une entreprise appelée SPN, Société départements nationaux. Il y a 30 millions qui étaient prévus pour la réforme de l'RPTC et il y a 2 millions qui étaient prévus pour la fiabilisation de l'AS Kinshasa, de la fibre optique SCPT Kinshasa-Mwanda. Alors, quelle était l'idée de la Banque mondiale? L'idée de la Banque mondiale était de mettre sur pied une entreprise, comme vous appelez, des patrimoines. Donc, cette entreprise aurait des fibres, ce qu'on appelle des fibres noires, c'est-à-dire des fibres qui n'ont pas d'équipement de transmission. Alors, les entreprises de télécommunications, en RDC, devaient former une sorte de consortium pour assurer l'exploitation de cette fibre-là. Mais ça viole directement vos prérogatives. Justement, c'est là où je vais y arriver. Alors maintenant, le cadre légal de 2002 ne permettait pas l'exploitation des SPN dans ces conditions-là. C'est ce que la Banque mondiale
cherchera à ce que l'État congolais puisse revoir la loi de 2002. Donc c'est de là qu'est partie l'idée de la réforme. C'est une porte ouverte déjà parce que d'après 2002, il y avait 3 lois, la loi cadre sur les télécoms, les codes miniers et les codes forestiers qui étaient arrivés à maturité 10 ans après, même 16 ans après, il fallait nécessairement réviser. Il fallait nécessairement réviser parce qu'il y avait aussi l'évolution technologique. Mais l'idée de base ici n'est pas l'idée de pouvoir faire la révision pour adapter les cadres légaux au niveau technologique, mais l'idée c'est de dépouiller l'État de ses prérogatives afin de permettre au privé d'avoir ce qu'ils n'ont toujours pas eu en ce qui concerne les réseaux de référence. Donc vous voyez que c'est de là que tout est parti. Alors, pendant que nous faisions des discussions avec les gens de la Banque mondiale, alors nous apprendions beaucoup de choses. Nous apprendions que la Banque mondiale, du moins ceux qui étaient avec nous, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour détruire les CPT, mais non pas pire. Alors maintenant, il fallait maintenant faire en sorte que l'État soit devant un fait accompli. Alors vous vous souvenez par exemple que la Banque mondiale a donné à la SNEL une fibre avec une très grande capacité, au-delà des besoins même. Au-delà de la SNEL pour gérer la ligne Ingachab. Pour gérer la ligne Ingachab. Alors ça, lorsque nous faisons maintenant l'inventaire aujourd'hui, nous voyons que c'était dans une logique. D'abord, on donne à la SNEL une capacité fibre optique surdimensionnée. Alors on savait que la Banque mondiale savait qu'à un certain moment, elle obligerait les privés à pouvoir exploiter. Mais on avait déjà migré là-bas, on même signé des contrats avec la SNEL, en violation de la loi. Oui. En même temps, la Banque mondiale, par sa SPN, qui est aujourd'hui devenue SOCOF, crée maintenant une ligne à la fibre optique Kinshasa-Mwanda. Parce qu'aujourd'hui, là, la SOCOF est en train de faire une ligne à fibre optique Kinshasa-Mwanda. Mais c'est une fibre optique parallèle. Parallèle à celle de la SPN. Mais ça ne se justifie pas. Donc, c'est pour que vous compreniez que l'idée de base, c'est quoi? L'idée de base, c'est de pouvoir asphyxier l'opérateur public. Oui, asphyxier les CPT et mettre l'État congolais devant un fait accompli. Alors maintenant, nous disons ceci. S'il vous plaît, est-ce que le backbone de privé financé par Google et Facebook entre Mwanda et Inga s'inscrit aussi dans cette logique? Justement, c'est dans cette logique. Voilà. Parce que nous disons que quelque part, les privés ont des entrées un peu partout, ils font des actions coordonnées, et quand vous regardez les actions qui paraissent disparaître, mais à la fin, toutes ces actions-là répondent à une seule logique, c'est quoi? C'est liquider la SCPT et la remplacer. Est-ce que les mêmes opérateurs font cette démarche sous d'autres cieux? Justement, ils ne font pas les mêmes démarches sous d'autres cieux. Pas seulement en République démocratique du Congo. Oui, parce que, et merci, M. Jérôme. Nous avons constaté que chez nous ici, nous sommes naïfs. Nous sommes naïfs. Comment ça? Oui. Tout un peuple naïf. Les dirigeants, ils sont naïfs. Et puis, les opérateurs privés, ils ont la facilité de casquer de l'argent pour dissuader les autorités. Voilà. Vous voulez dire que les opérateurs privés utilisent les billets verts pour acheter la signature des autorités? Mais je vais dire, parce qu'il n'y a plus rien à cacher, et même l'autorité de régulation, qui doit déjà être hors mandat d'ailleurs, qui doit être arbitre, mais il est toujours du côté des opérateurs privés. Je vais vous dire, je ne vois pas l'opportunité de SOCOF. Vous savez, d'abord, la SCPT est membre de WACS. La SCPT devrait aussi membre de ACE, c'est-à-dire African Coast to Europe. C'est une autre fibre optique sous-marin qui doit aller de l'Afrique du Sud jusqu'à en Europe. Bon, là, l'État congolais n'avait pas suffisamment de moyens. Nous sommes restés à WACS. L'État congolais, la SCPT, est membre de SATA. C'est l'agence de télécommunications de l'Afrique australe. La SCPT est membre. La SCPT a des infrastructures sur l'ensemble du territoire national. La SCPT que dirige aujourd'hui Patrick Oumba garde encore toute sa crédibilité au niveau international. Elle est capable d'élever des fonds nécessaires pour ses investissements, y compris en mode BOT, entendez, Building, Operating, Training. Voilà. Bon. Là, par exemple,
ça c'est au niveau de la SADC. Au niveau des COMESA, la SCPT est membre des Comtel. Et ces membres des Comtel, là, les projets Comtel, c'est ce qui devient aujourd'hui Cap 5. Parce que c'était pour connecter tous les pays des COMESA. Ces câbles-là connectent tous les pays à travers les opérateurs publics et arriver en République démocratique du Congo. On dit non, ce sont les privés. Alors, pour priver l'État de ces milliards-là qui brassent les sociétés de télécommunications. L'opportunité de Sokov, c'est quoi? C'est seulement parce que la Banque mondiale, mon collègue a dit, non, c'est 92 millions. Non. Maintenant, ce n'est plus 92 millions, c'est 73 millions de dollars. Alors que l'État a déjà casqué plus de 400 millions de dollars. 500 millions même pour le déploiement de la fibre optique, le backbone et consorts. Bon, maintenant, là où je trouve que l'État devrait quand même, parce qu'à un moment, je peux vous-même vous donner un adage, il y a un auteur français qui a dit « Les rois sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper comme les autres hommes. » Mais ici, je voudrais que maintenant les autorités prennent conscience. Ils doivent prendre conscience. Parce qu'actuellement, Sokov n'a même pas un bâtiment pour lui, pour elle. Elle est locataire. Elle n'a rien. Ce que nous faisons, elle n'a même pas le droit d'exister. Bon, ce que nous faisons, nous sommes en train de gérer les points CD. Sokov voudrait aussi se gérer. Bon, alors, si on regarde d'où ça vient tout ça, c'est juste pour supprimer la SCPT. Or, c'est ce qui n'est pas possible. Oui. La SCPT, comment on va les déterrer avec toutes ces infrastructures, toutes ces ramifications? Plus de 3000 travailleurs. Alors, revenons un peu à vous, Dieudonné Lusamba. Je me souviens, la dernière fois que je vous avais interviewé devant l'immeuble de la SCPT, vous nous aviez dit quelque chose qui nous avait choqué. Il y a eu tentative, avec bien sûr l'autorité de régulation RPTC, qui a même préparé un dossier bidon et qui a soumis au ministre, qui était prêt à signer pour accorder à Liquid Telecom, une société qui est actionnaire à Rwandatel, au Rwanda, de pouvoir gérer un deuxième point d'atterrage au niveau de Mwanda et gérer ainsi les appels entrants et sortant de toute la sécurité de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce que vous dénoncez aujourd'hui rentre dans cette logique de tuer la SCPT avec l'octroi par l'autorité de régulation d'un deuxième point d'atterrage à Liquid Telecom? Justement, M. Jérôme, donc, vous nous complétez d'une manière très harmonieuse. Donc, si jamais cette station d'atterrage privée est construite, qu'est-ce qui va arriver? On a la station d'atterrage privée là-bas, on a la fibre de Sokov, qui en vérité, c'est la fibre de privé. Parce que ici, j'aimerais profiter de votre antenne pour dire à nos autorités que nos autorités doivent savoir que la Sokov n'est à vrai dire une entité de télécommunication que par la structure. Mais ceux qui vont gérer, ceux qui vont exploiter, ce ne sera pas la Sokov, ce seront les privés. Sokov n'est pas différent de la SNEL. Qu'est-ce qui se passe avec la fibre de la SNEL? L'infrastructure fibre appartient à la... Le gouvernement vient de vous restituer quand même la gestion de cette fibre optique. Parce que la SNEL, dans son objet social, n'a pas le pouvoir technique de pouvoir gérer le flux de la fibre optique, même si la fibre lui était attribuée par la Banque mondiale et pour contrôler la ligne Inga-Chaba. Oui, j'ai lu une correspondance du Premier ministre. Oui. Ça vous arrange quand même. Bon, ça nous arrange, mais ce que nous demandons, c'est qu'on nous permette, qu'on puisse totalement nous occuper de cette exploitation, parce que... De la même manière que vous aviez donné aussi vos infrastructures à la SNEL. Nous avions des cabines que nous avions cédées à la SNEL. Alors, en ce qui concerne les contreparties financières, nous allons nous entendre avec la SNEL. Bon, maintenant, j'étais en train de dire que si jamais on permettait à Liquid de construire la station d'atterrage, sa station d'atterrage privée, en même temps, Sokov a la ligne Kinshasa-Mwanda qu'ils ont. Ils ont aussi alors, les privés vont entrer à Mwanda, ils arrivent à Kinshasa ici, sans passer par quelque chose, par une infrastructure qui est contrôlée par l'État congolais. Et là, c'est très grave pour les... Et remonter même jusqu'à Lubumbashi. Alors là, ce sera très grave pour la sécurité des institutions. Donc, les communications du président de la République, des premiers ministres, ça va passer par des mains
que l'État ne sait pas contrôler. Est-ce que ce que vous dites là, c'est fait sous d'autres cieux? Est-ce que NTN accepte que ces genres de choses se fassent aux États-Unis? Pourquoi seulement ça doit se faire en NRDC? Comment même ailleurs on peut tolérer ça? Mais c'est Jérôme, la fois passée, je crois vous avoir dit que si vous êtes en France et que moi je suis ici, je vous fais un email. Cet email-là, vous êtes à Paris, moi je suis à Kinshasa, cet email-là sera contrôlé aux États-Unis par la NSA. Alors, si les Américains se permettent de contrôler les communications des tiers, alors, à combien plus forte raison nous ne devions-nous pas contrôler ce qui passe dans notre propre territoire? Ce serait quand même scandaleux. Donc, ce serait comme si, nous l'avons dit la fois passée, on permettait à Air France de venir construire son aéroport international à Kinshasa. Dire à l'État congolais, bon c'est bien, vous avez l'aéroport d'Ndjili, mais moi, Air France, je n'ai pas confiance à l'aéroport d'Ndjili, je vais construire mon aéroport, je vais voir... tous les avions commencer à atterrir ici et non là-bas. Alors, Bruxelles Airlines et tous les autres, bon, nous avons confiance en notre partenaire, nous allons commencer à atterrir là-bas. Et nous sommes avec RVA pour nos beaux yeux seulement. Je ne sais pas si l'État congolais est prêt à accepter cela. Là, c'est de un. De deux, je voudrais revenir à la fibre de la SNEL, plutôt de Sokof Kinshasa Mwanda. Admettons par absurde qu'on puisse accepter cela. Sokof a été créé par l'État. Est-ce que Sokof a déjà commencé à construire la fibre? Si, les travaux sont en cours. Nous avons vu des autorités gouvernementales. Mais il faut annuler ça. C'est ça que nous demandons. Nous pensons que les autorités... Mais c'est grave, c'est très grave ça. Les autorités doivent comprendre que Sokof a été créé par le gouvernement. Et SPT existe par le gouvernement. C'est comme si on permettait à SNCZ, qui est à Lubumbashi là-bas, de venir concurrencer l'ONATRA ici, c'est l'axe Kinshasa-Matadi, ou bien on permettait à l'ONATRA d'aller concurrencer les rails de SNCC du côté de Lubumbashi là-bas. Pourquoi est-ce que l'État peut faire de telles choses? Je ne sais pas quelle est la logique qui est derrière ce genre de choses-là. Si la Banque mondiale avait fait ce genre de choses ailleurs, je ne crois pas que cela serait accepté. Nous avons des amis à Brazzaville ici, et nous avons essayé de leur demander en ce qui concerne les projets comme Sokof ici. Parce que Sokof rentre dans ce que mon collègue a dit, c'est les projets CAP 5. Projet CAP 5. Mais ce projet-là est aussi à Brazzaville. À Brazzaville, ce n'est pas opérationnel. À Brazzaville, les autorités de Brazzaville n'ont pas permis à ce que ça puisse fonctionner parce que ça mettait en mal l'opérateur public. Historique. Bon, il n'y a qu'ici chez nous. Moi, je crois qu'à un certain moment, chacun de nous, lorsqu'il assume des responsabilités, qu'elles soient dans les entreprises, partout nous devons nous comporter comme des nationalistes et non pas comme des commissionnaires chargés de mettre en main les intérêts de l'État. Je crois que ça, c'est une interpellation que je lance à moi-même et à chacun de nous. Lorsque nous sommes, l'État nous fait confiance, les 80 millions de Congolais font confiance, chacun doit quand même, chaque soir quand il rentre chez lui, demander, est-ce qu'aujourd'hui, dans tout ce que j'ai fait, est-ce que j'ai assuré les intérêts de l'État? Est-ce que quelque part, je n'ai pas trahi les intérêts de l'État? C'est révoltant, c'est que la Banque mondiale est en train de faire avec la Sokof en République démocratique du Congo quelque chose qu'elle ne peut même pas oser faire aux États-Unis ou dans tous les autres pays du monde. Et nous allons, pour illustrer ce qui se passe dans les domaines des télécommunications, vous faire découvrir la trajectoire d'un email parti de Kuala Lumpur vers les États-Unis. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la fibre optique et comment cette information transportée par l'email est gérée par l'opérateur public des États-Unis d'Amérique qui se trouve être AT&T, où se trouve d'ailleurs le siège de la Banque mondiale. Et vous allez voir dans cet extrait du documentaire de nos confrères d'Arte, comment un opérateur public ou un opérateur historique doit gérer toutes ces informations pour la sûreté de l'État, pour protéger la nation contre, par exemple, les terroristes. Et les terroristes, il n'y a pas que ceux qui tuent, il y a aussi la cybercriminalité. Suivez. Derrière la végétation, à l'abri des regards, protégée par des barrières électrifiées et des hommes en armes, se trouve la plus grande, la plus secrète et la plus sophistiquée des agences de renseignement au monde. La National Security Agency, la NSA. Sa mission, crypter et décrypter les codes. Intercepter les signaux en provenance de pays étrangers.
passer au crible les appels téléphoniques, e-mails et messages qui s'échangent à chaque instant dans le monde entier. Quotidiennement, ce sont plus de 20 000 personnes qui se rendent sur le site de la NSA, transformée en véritable ville secrète. À la différence des agents de la CIA qui espionnent sous couverture, les mathématiciens, linguistes et informaticiens de la NSA travaillent uniquement par le biais de la technologie. La réponse aux événements du 11 septembre aura donc pris la forme d'une carte blanche pour espionner n'importe qui, n'importe où. L'autre réaction au 11 septembre a été la prise de mesures très strictes. Il fallait agir de façon à ce qu'une attaque de ce type ne puisse plus se reproduire. Mais pour que ces nouvelles mesures portent leurs fruits, la NSA doit entrer de plein pied dans l'ère des communications modernes. L'essentiel des communications, qui s'effectuaient jusque-là par le biais de signaux satellites facilement interceptables, transite désormais par des câbles à fibre optique enfouis sous les mers. Pour mieux comprendre le défi auquel est confrontée la NSA, nous avons suivi le trajet d'un email à travers la planète. James Bamford est à Kuala Lumpur pour effectuer des recherches sur le réseau de communication d'Al-Qaïda. Dans un café possédant une connexion Wi-Fi, il tape un email à l'intention de notre producteur à Boston. Son message est anodin, mais il contient des phrases et des mots-clés que les superordinateurs de la NSA sont programmés pour repérer. Comme par exemple, faire sauter la Maison Blanche, détruire le Capitole ou guerre biologique. Lorsqu'il appuie sur la touche Envoi, son email rejoint instantanément les dizaines de messages qui transitent par le réseau Internet sans fil. Ces messages sont ensuite acheminés vers un grand centre de télécommunications de Kuala Lumpur. Là, les données analogiques sont converties en signaux numériques qui sont envoyés sous forme d'impulsions lumineuses dans un câble à fibre optique s'enfonçant dans la mer de Chine méridionale au large des côtes de Malaisie. En chemin, l'email de James Bamford se mélange à des milliers d'appels téléphoniques, d'emails et de fax en provenance de centaines de villes asiatiques. Puis cet amas de données traverse l'océan Pacifique à la vitesse de la lumière. 5 centièmes de seconde après que le message a été envoyé, il arrive à 2 mètres sous cette plage de Californie, près de la ville de Morro Bay. C'est ici, sous les pattes des mouettes et les pieds des surfeurs, qu'arrivent les communications en provenance d'Asie. À quelques kilomètres dans les terres, les messages transitent par un petit bâtiment anodin près de San Luis Obispo. Les données continuent à transiter à travers des câbles jusqu'à un bâtiment de San Francisco. Ce bâtiment, situé au 611 Folsom Street, est un centre de communication de AT&T, le principal opérateur américain de téléphonie. Toutes les communications internationales arrivent au 7e étage où s'effectue une opération cruciale. C'est également par le 7e étage que transitent les communications nationales. Une cacophonie de millions d'échanges fait de larmes et de cris de joie, d'espoir et de rêves, d'emails, de fax, de relevés bancaires, de réservations d'hôtels, de poèmes d'amour et d'avis de décès, émanant de personnes se trouvant aux États-Unis. Leur seul point commun, leur caractère privé. Avant le 11 septembre, le budget des services de renseignement américains, toutes agences confondues, était de 26,7 milliards de dollars.
En 2008, il a quasiment doublé. Le montant perçu par la NSA est tenu secret, mais il représenterait plus du tiers du budget global. Plus que le ministère des Finances, de l'Intérieur ou du Travail. Quant aux effectifs de la NSA, ils ont dépassé les 35 000 personnes. Maintenant qu'on a investi des sommes colossales dans la refonte des services de renseignement, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est plus en sécurité aux États-Unis? Globalement, je dirais que oui. Il n'y a pas eu d'autre attaque. Et désormais, il y a une meilleure coordination et un meilleur partage des informations entre agences. Mais est-ce qu'on peut pour autant relâcher notre vigilance et baisser la garde? Non. Sans quoi on risque un retour de bâton. Nous osons croire que vous avez compris comment les choses se passent sous d'autres cieux. Ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous demandons à ce que la République démocratique du Congo puisse se jouir de toutes ces prérogatives-là. Si un TNT aux États-Unis ne peut pas accepter qu'on lui crée une société du genre Sokof, pourquoi la SCPT en République démocratique du Congo doit accepter qu'on lui crée une société qui s'appellerait Sokof et sous impulsion de la Banque mondiale qui a tout imaginé pour tuer l'opérateur public en République démocratique du Congo. Bon, et apparemment le prétexte est avancé par la Banque mondiale et que bon, la SCPT c'est un bois mort, c'est une entreprise qui n'existe presque plus, il n'y a pas d'expertise, mais on a vu après les déploiements de la fibre optique, le backbone qui va des Mwanda, Kinshasa jusqu'au Katanga, après les départs des Chinois, c'est vous qui gérez. Comment vous gérez ça alors que vous n'avez pas l'expertise nécessaire? Bon, d'abord j'aimerais commencer par cette affaire-là. Cette affirmation-là ne repose sur aucun fondement logique. Sur aucun fondement logique, parce que la SCPT existe. Nous avons dit que l'État congolais a investi plus de 400 millions de dollars pour les infrastructures à fibre optique. Nous avons la fibre optique Kinshasa-Mwanda sur près de 700 km. Nous avons la ligne Kinshasa-Kasumbalesa sur près de 3300 km. Donc l'ensemble, ça fait 4000 km de fibre optique. Il n'y a aucun opérateur ici en RD Congo qui a une telle infrastructure, qui a une telle capacité. Notre infrastructure de Kinshasa-Mwanda. Vous avez réalisé aussi des redondances. Oui. Avec cette fibre-là, au niveau de la Zambie, au niveau de l'Angola et même au niveau de Brazzaville. Même au niveau de Brazzaville. Lorsque la fibre avait été construite, avait été inaugurée en 2010, la capacité de départ, donc la capacité installée était de 10 gigas. Mais la capacité activée était de 3,5 gigas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une étude faite par Alternative, le groupe Alternative, je crois, en 2005, démontrait que les besoins en capacité globale de la RDC en 2010 seraient de 3,5 gigas. C'est que lorsqu'on avait activé la fibre optique, en ce moment-là, la capacité installée était de 10 gigas, mais ce qui était activé était de 3,7 gigas. Alors, après un certain moment, nous sommes passés à 10 gigas. Après, on est passé à 20 gigas. Et actuellement, là, nous avons des équipements qui nous ont permis d'aller jusqu'à d'atteindre 100 gigas. 100 gigas avec l'investissement de Huawei sur fonds propres. Alors là, je dois... Donc, cela veut dire que vous n'êtes pas une entreprise moribonde. Je ne suis pas une entreprise moribonde. Moi-même, j'ai fait une étude. Nous avons publié un article à l'Université de Kinshasa où nous avons fait une étude prospective sur l'évolution de la capacité globale, sur les besoins en capacité globale de la RDC jusqu'au tour de 2020. Alors, nous avions pu démontrer que les besoins globaux seraient autour de, si mes souvenirs sont bons, autour de 80 gigas. Non, 67 gigas. Alors, si nous sommes à 100 gigas aujourd'hui, c'est que nous couvrons entièrement les besoins en capacité globale de la RDC. Et cette capacité-là peut être ajustée, toujours peut être augmentée en cas de nécessité. Voilà, parce que vous parlez de la fibre optique, je voudrais quand même qu'on revienne rapidement, je sais qu'on n'a plus assez de temps, la redondance. Vous avez réalisé avec succès la redondance avec votre partenaire de la Zambie, votre partenaire de l'Angola, et surtout nos voisins du Congo-Brazzaville, où vous avez réussi à placer un câble de manière magistrale, en remplacement plutôt, vous avez remplacé un câble
qui était mal placé, qui était coupé d'ailleurs par le courant marin, par des Chinois. Qu'avez-vous fait pour poser ces câbles-là au fond du majestueux fleuve Congo au niveau du pôle Malébo et qui sert aujourd'hui des redondances entre les deux pays? Bon, c'est l'expertise congolaise. Mon collègue de l'ingénierie de Wholesale, c'est lui qui avait déjà ces projets-là. Alors, l'idée était, parce que dès qu'on avait posé la fibre, elle ballottait chaque fois qu'il avait le courant, la fibre flottait sur C'était même cassé. C'était cassé parce que ça flottait sur les roches. Sur les roches. Alors, on avait trouvé une idée de suspendre des masses, des masses pesantes qui fixaient la fibre. Alors, c'est l'équipe congolaise, en tout cas l'ingénieur congolaise, qui a fait ce travail-là. De la SCPT. La SCPT. Il n'y avait aucun expatrié, c'est nous-mêmes qui avons fait ça. Toutes ces réalisations sont à mettre à l'actif du comité Patrick Oumba. Patrick Oumba, comme vous le savez, c'est le directeur général ad intérim de la SCPT. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez compris que là où les Chinois ont échoué, les ingénieurs de la SCPT ont réussi. Ce qui fait que lorsque nous avons des problèmes au niveau de du backbone, de la fibre optique en République démocratique du Congo, nous basculons sur le backbone du Congo-Brazzaville. Lorsque le Congo-Brazzaville a des problèmes, bascule ici. C'est ça qu'on appelle la redondance. Et ce sont des Congolais qui ont réussi avec les moyens des bords, avec un budget de moitié de ce que les Chinois avaient consommé pour déployer un câble qui balançait sous le fleuve Congo et qui était coupé par les courants marins. Donc je pense que vous avez l'expertise dont nous avons besoin pour bâtir ce pays et surtout permettre à l'État de capter tout l'argent que se partagent, comme ça les 20 milliards de dollars américains que se partagent les sociétés de télécommunications, et l'État ne se contente que de quelques miettes des millions de dollars qu'il obtient difficilement parce que ce sont les opérateurs qui doivent déclarer. Maintenant, quelle est la solution? Ici, Sokov, je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'il doit déployer les tronçons Kinshasa-Manda. Pourquoi? Parce que nous, on est là. Et puis, l'État... Est-ce que l'existence même des Sokov est conforme à la loi cadre de 2002? Parce que c'est cette loi cadre qui est encore en vigueur. En tout cas, par rapport à la loi cadre de 2002, en tout cas, Sokov, c'est comme une mouche dans la soupe. Oui. Oui. C'est comme une mouche dans la soupe. Bon, maintenant, ici, la solution que vous demandez. La première chose, d'abord que toutes les autorités, les chefs des institutions puissent se rappeler d'une chose, ne jamais trahir le Congo. Ça. Alors, maintenant ici, d'abord l'État doit revenir en arrière en annulant cette histoire de Sokov. Sokov n'a aucune assise. Sokov n'a pas d'assise comme la SCPT. La SCPT a beaucoup d'infrastructures. Dans toutes les provinces d'ailleurs, dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo. À être comme la SCPT, il faut plus de 100 ans. Et puis avec quels moyens? Les moyens qui est emprunté qui est donné par la Banque mondiale. Avec comme idée derrière, c'est de faire le monopole des privés par rapport au monopole de l'État. C'est ce que la Banque mondiale voudrait avec ça. Alors l'État est le premier et le grand consommateur de nos services. Il nous doit plus de 300 millions de dollars. S'il pouvait nous payer les fiscs... Avant même de vous payer, vous donnez vos prérogatives régaliennes pour que vous puissiez engranger l'argent, mobiliser l'argent qui doit aller encore au trésor public. C'est aussi une bonne chose. Oui. Alors maintenant ici, ce que je souhaite, que l'État se décharge d'abord des histoires de Sokov. Ça n'a pas d'importance. Que l'État s'occupe de son opérateur public et que l'État... En faisant voter la loi cadre qui est... La loi cadre qui... Non, le projet de loi qui était parti du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui gère les choses au quotidien. Il donne au Parlement. Le Parlement chambarde tout. Et puis, il met l'État à genoux au profit des privés. Ça, c'est pas correct. Donc, c'est que ces gens-là sont en train de trahir le Congo. Ok, très bien. Alors, ingénieur, quelle est la solution? D'abord, sur le plan légal, nous demandons à l'État de pouvoir maintenir toutes les dispositions qui assurent à l'État le contrôle.
qui garantissent la souveraineté et la sécurité du pays. On ne peut pas empêcher l'État de faire la révision des lois parce que la technologie elle-même ça a beaucoup évolué. La révision est inéluctable. Mais en faisant la révision, l'État doit garder des prérogatives qui étaient dévolues à la SCPT. C'est de un. En ce qui concerne la SOCOF, nous demandons à l'État de pouvoir carrément revenir sur cette... De supprimer l'existence de la SOCOF. L'accord qu'il avait conclu avec la Banque mondiale concernant la SOCOF. Parce que SOCOF, nous disons clairement que la SOCOF, ce sont les privés qui font semblant d'être dans une entreprise étatique. Parce que SOCOF est appelé à signer des accords de contrats de concession. C'est le doublon de la SCPT. C'est le doublé de la SCPT. Mais en vrai, SOCOF signifie des privés qui viennent concurrencer l'État, qui viennent concurrencer la SCPT. Et gérer toutes les télécommunications en République démocratique du Congo. Il y a quelque chose. Le 31 mars de cette année ici, la SOCOF avait lancé un appel d'offres par lequel elle demandait à ce qu'elle puisse un appel d'offres pour l'installation d'une plateforme appelée à gérer les volumes des flux des opérateurs. Mais SOCOF, qui dit SOCOF, il dit des privés qui assurent l'exploitation. Comment est-ce que des privés qui eux-mêmes assurent l'exploitation vont assurer le contrôle de leurs flux? Donc c'est comme si on demandait aux privés de venir s'auto-contrôler dans la SOCOF. L'État congolais doit comprendre quand même que là, ça n'a pas de sens. L'appel d'offres, nous disons à l'État congolais, au ministre responsable du secteur qui si nous écoute à travers cette émission aussi, que l'appel d'offres lancé par la SOCOF à la date du 31 mars de cette année ici, qui consistait à l'acquisition d'une plateforme de contrôle des volumes, des trafics des revenus des opérateurs, cet appel d'offres-là ne va pas aider l'État congolais. C'est un appel d'offres qui est illégal alors. Bon, conformément à la loi cadre de 2002, qui est encore en vigueur. Elle est illégale dans le sens que la SOCOF n'est pas habilitée à faire ce travail-là. Alors, dans cette parole, nous demandons à l'État congolais de pouvoir relier. Si l'État congolais veut mettre sur pied une telle plateforme, il doit pouvoir les relier au réseau de la SCPT, parce que la SCPT est l'opérateur public auquel tous les autres opérateurs sont censés être interconnectés. Alors, ce serait malvenu, au regard de la loi de 2002, qu'une entreprise autre que la SCPT puisse lancer un appel d'offres de cette envergure-là sans que la SCPT ne soit associée. Ça n'a aucun sens. Et deuxièmement, nous disons à l'État congolais que cet appel d'offres-là, si jamais il était concrétisé, l'État congolais va connaître les problèmes, d'abord, de souveraineté. Deuxièmement, sur le plan des capitaux. Toutes les autorités seront placées sous écoute par des étrangers. Par les étrangers. Et même les capitaux, l'État ne va pas obtenir les capitaux parce que ce sont les privés eux-mêmes qui assurent les traitements au travers de SOCOF. Alors, comment est-ce que les privés vont pouvoir... Ce sera pratiquement la même chose. Là, ça va Dans les royaumes des aveugles, les borgnes sont rois, vraiment. Pour ça, revenir à l'exemple que j'avais donné autrefois avec l'immeuble Kiroyasita, où quelqu'un a un immeuble, et lui-même ne connaît pas combien il a d'appartements là-bas. Maintenant, il envoie un locataire. Il dit, toi-même, va là-bas, occupe le local que tu veux, et tu dis, venant me déclarer ce que tu occupes, et je vais te facturer. Ça n'a pas de sens. C'est ce qui va continuer à se passer avec SOCOF, si jamais cette plateforme-là est disponibilisée par la SOCOF. Alors, nous demandons à l'État congolais de voir reconsidérer l'accord qu'il avait conclu avec l'Agence au développement, par l'intermédiaire duquel il avait obtenu les projets de SOCOF. Parce qu'ailleurs, ces projets-là n'évoluent pas. Le secteur des télécommunications est un secteur hautement technique. Et la chance qu'a la SCPT aujourd'hui est d'avoir à sa tête un certain Patrick Umba, qui est le directeur général ad intérim de la SCPT, qui est aussi un ancien directeur de régulation d'Airtel. Donc il connaît les jeux et les joueurs, et c'est grâce à cette expertise-là que la SCPT continue à maintenir la tête hors de l'eau. Monsieur le Président de la République, je pense que vous nous suivez, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, vous avez compris qu'on a tout fait pour tuer la SCPT. On empêche à la SCPT d'exister et on crée une entreprise bidon, une entreprise écran, sous prétexte que c'est une entreprise qui va aider l'État, alors que quand vous regardez de très près, les opérateurs privés des télécoms se partagent près de 20 milliards de dollars et l'État ne se contente que des miettes, une dizaine de millions de dollars par an. Quand vous regardez de très près, la plupart de toutes ces sociétés de télécommunications n'ont pas investi en dur. Ça fait des années que ces sociétés existent ici. Elles sont toujours locataires.
Et ces sociétés-là, c'est elles qui cherchent à imposer leur volonté à travers les ministres qui se sont succédés pour tuer l'opérateur public. Donc la solution ici, c'est de faire en sorte que le projet de loi qui était parti du gouvernement en 2016 et qui était tripatouillé par le Parlement sortant puisse être promulgué, renforcé pour permettre à la SCPT d'avoir des infrastructures capables de capter sur les 15-20 milliards de dollars que se partagent en toute impunité ces entreprises-là privées, que l'État récupère même 5 milliards. Pourquoi pas 10 milliards? Si sous d'autres cieux, on arrive à le faire, pourquoi pas chez nous? Et en plus, avant de clôturer cette émission, comment se fait-il que l'État va tuer son propre bébé et privilégier les privés? Est-ce que vous savez que parmi ces sociétés, il y a une qui était rachetée même par sa maison mère et qui n'a changé que des logos pour priver l'État de pouvoir avoir les dividendes du changement? Et tout le monde regarde et ne dit rien. Et c'est comme si on était des aveugles. Non, tous les Congolais, nous ne sommes pas des aveugles. On a besoin d'argent, monsieur le président de la République. On a besoin d'argent, monsieur le Premier ministre. S'il y a un secteur qui peut vous procurer tout de suite de l'argent, c'est le secteur des télécoms. Pourquoi? Parce que chacun de nous, s'il y a un gadget que nous manipulons pendant 10 heures, voire même 15 heures, d'autres vont jusqu'à 20 heures sur 24 sur le téléphone. Le téléphone est devenu aujourd'hui le terminal des banques. Les téléphones, aujourd'hui, nous venons de vous dire qu'il y a 42 millions de cartes SIM activées. Avec ces 42 millions de cartes SIM activées, on brasse des milliards de dollars qui échappent à l'État. Vous allez aux États-Unis, lorsque vous achetez une carte de recharge électronique, des cartes dans votre téléphone, eh bien, vous sortez 5 dollars, vous donnez à TNT, plutôt à T-Mobile, eh bien, automatiquement, il y a 5 cents qui est coupé. Vous ne recevez pas dans votre téléphone les unités de 5 dollars. Vous recevez les unités de 4 dollars 95 cents. Les 5 cents là entrent directement et TNT, qui est l'opérateur public, capte ça. Et c'est ça qui fait la puissance des États-Unis. Des milliards. Or, ici, les opérateurs se sont équipés. Et c'est ce qui explique la publicité qu'on vous met là. Il ne faut Airtel Money, Orange Money, donc M-Pesa. Et tout ça, c'est pour vous obliger, les consommateurs que nous sommes, l'argent des pauvres Congolais, qu'ils se partagent cet argent-là, parce que l'État n'a pas l'outil nécessaire pour surveiller le flux, et se contente là d'attendre que les opérateurs publics lui donnent les statistiques comme s'ils étaient des enfants de cœur et lui donnent ce qu'ils veulent. Même s'il faut donner à l'État 1 milliard, ils peuvent lui donner même 100 000 francs congolais et personne ne viendra contrôler. Si c'est ça que vous aimez, pendant que d'autres pays prospèrent, la République démocratique du Congo a besoin d'argent. Investissez-vous, commencez par supprimer la SOCOF, commencez par demander au gouvernement, le gouvernement demander au Parlement de pouvoir finaliser rapidement la loi cadre sur les télécoms. Et les députés et sénateurs, s'il vous plaît, ne bouffez pas des millions de dollars de corruption que préparent déjà, ils sont en train d'éroder pour vous acheter le pays. Ne prenez pas de la corruption. Il faut voter cette loi cadre des télécoms qui était renvoyée par son excellence Kabila Joseph quand il était président de la République, parce qu'il avait constaté qu'on était en train de dépouiller l'État de toutes ses prérogatives. Je pense que cette émission vous a permis de comprendre des choses. Nous allons justement, un dernier mot, avant de se séparer. Je pense qu'on a résumé ce qu'il fallait dire. Qu'est-ce que vous dites avant de terminer cette émission, monsieur l'ingénieur? Je demande au président de la République, au Premier ministre, de pouvoir préserver les intérêts de l'État. Les intérêts de l'État dans les télécommunications, c'est la SCPT. La SCPT, c'est la sécurité de l'État. La SCPT, c'est la souveraineté de l'État. On ne peut pas confier la sécurité et la souveraineté de l'État au privé. Ça se fait nulle part. Au Cameroun, MTN avait voulu construire la station d'atterrage, mais l'État avait récupéré ces stations-là pour des raisons de souveraineté. Le Congo ne peut pas faire la différence. Mot de la fin. Tout ce que je demande, c'est que, comme vous venez de le dire, donc, bon, je ne sais pas si cette loi-là, moi j'aurais voulu que cette loi qui est partie au Parlement puisse revenir telle qu'elle est partie. Et là, il y a l'État, c'est sauvegarde. L'État se maintient. Si les privés
suivent les parlementaires pour trahir les Congo, là, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, nous ne vous laisserons pas passer. C'est d'ailleurs toile d'araignée qui a remué ciel et terre en son temps et qui a amené le président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange, à renvoyer pour une seconde lecture cette loi cadre parce qu'elle était tripatouillée. Nous félicitons ici les responsables de la SCPT qui essayent de maintenir debout cette entreprise de l'État malgré toutes les flèches enflammées, malgré toutes les manœuvres dilatoires que monte la Banque mondiale avec les opérateurs privés pour tuer cet opérateur public. Avec 3000 agents, dont le passif est très important. Mais aujourd'hui, ce personnel est bancarisé. Aujourd'hui, ce personnel-là touche quand même un petit salaire, petit soit-il. La SCPT n'est pas encore mort. La SCPT a des infrastructures sur l'ensemble du territoire national, sur les 145 territoires de la République démocratique du Congo. N'oublions pas que, à l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, feu Emery Patrice Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo, avait payé les fonctionnaires le tout premier mois de son entrée au pouvoir avec l'argent sorti de la poste. Nous avons des contrats, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec des accords de financement avec Deutsche Telekom, qui est prête à pouvoir venir aider la SCPT à avoir des équipements nécessaires. Nous avons Siemens, qui est prête à venir aider la République démocratique du Congo à pouvoir digitaliser les services de l'État. Nous avons les Japonais qui sont prêts à venir ici en République démocratique du Congo pour aider à la SCPT de déployer les backbones. Au moment où nous vous parlons, les responsables de la SCPT ont pris contact avec une firme sud-africaine qui a mis sur la table 1,5 milliard de dollars. Je ne me suis pas trompé sur les chiffres. 1,5 milliard de dollars pour permettre à la SCPT de pouvoir renaître de ses cendres. Alors, s'il vous plaît, de grâce, messieurs et mesdames du gouvernement, monsieur le président de la République, messieurs les sénateurs et députés, il est temps de penser à la souveraineté de la République démocratique du Congo, de donner à l'État les moyens de sa politique, ne jamais trahir le Congo, comme disait M. Laurent Désiré Kabila. Restez branchés sur cette chaîne et à la prochaine.